Edgar Morin est bien connu dans notre pays, pour y avoir donné de nombreuses conférences. En fait, son mariage à une Montréalaise l'a rendu très sensible aux réalités d'ici. D'ailleurs, cette sensibilité est peut-être ce qui caractérise le plus l'œuvre et la pensée d'Edgar Morin. Il s'est tour à tour intéressé au cinéma, aux autres moyens modernes de communication, à la vie politique, à la mort, et tout récemment encore aux nouvelles perspectives ouvertes par la recherche biologique. Il vient justement de publier dans ce sens Le paradigme perdu, la nature humaine. Edgar Morin, pourquoi être passé soudainement d'études de sociologie à des études et à des travaux de biologie? On ne vous reconnaît plus. Bon, écoutez, c'est un peu trop fort de dire que je suis passé à des études de biologie. Disons que moi, mon souci, enfin un de mes soucis permanents, disons, c'est le souci de ce qu'on peut appeler la science de l'homme, l'anthropologie, disons, mais dans ce sens-là. Et quand j'ai fait mon premier livre, qui s'appelle L'homme et la mort, j'essaie toujours de voir comment, enfin, l'homme n'était pas simplement un être social ou psychique, mais aussi un être qui a un corps, qui est vivant, et pour qui, disons, un problème comme celui de la mort, n'était pas un problème simplement de croyance et de foi, mais ça touche son organisme, parce qu'évidemment, l'organisme se désintègre. Alors, mon idée, disons, d'une bio-anthropologie était constante. De même, si vous voulez, plus tard, quand je réfléchis dans mon livre Le vif du sujet, je parle d'anthropocosmologie. C'est-à-dire que pour moi, j'ai jamais été à l'aise dans, disons, dans cette sorte de dogme qui régnait depuis environ trois quarts de siècle, d'après lequel on doit isoler complètement tout ce qui, dans l'homme, est considéré comme psychologique ou sociologique, et le reste qui serait purement biologique, animal, et qui n'a rien à voir avec tout ça. Alors ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que j'ai pu avoir l'ouverture brusquement sur des travaux, sur une évolution qui s'était faite dans les sciences biologiques depuis une vingtaine d'années, dont je n'avais jamais eu de connaissance directe. Et cette ouverture s'est faite parce que, très naturellement, j'ai participé à un groupe à Paris qui s'appelait Groupe des 10, où il y avait des biologistes, des cybernéticiens, et où j'ai commencé à revoir le problème sous un angle nouveau. Et un deuxième événement qui est très important, c'est que j'ai été invité à l'Institut Salk en Californie, qui est un institut d'études biologiques, et invité simplement pour réfléchir. Et effectivement, alors c'était l'occasion pour moi d'une re-réflexion et d'une reméditation sur les problèmes de l'homme. Mais désormais, je ne peux plus séparer, disons, le biologique du reste. Et vous parlez même d'une reconversion à propos de cette découverte de la biologie. Oui, parce que je crois maintenant, si vous voulez, qu'il est possible de pouvoir poser des problèmes fondamentaux qu'on s'interdisait de penser quand on voyait l'homme comme un être insulaire, c'est-à-dire coupé du monde naturel. Je crois, si vous voulez, que la sociologie est une science qui n'a pas de fondement. Et moi, ce que j'essaye maintenant, c'est, je ne dis pas que j'y réussirai, mais d'essayer de poser les fondements de la science humaine, non pas en opposition avec les autres sciences, mais en liaison, bien entendu, en ayant toujours le sentiment que je ne vais pas réduire l'homme à un animal, et je ne vais pas réduire, disons, les problèmes vivants à des problèmes purement physico-chimiques, mais qu'au contraire, ça me permet de mieux dégager ce qu'il y a d'unique et d'original chez l'homme. Mais justement, il y a une chose qui a été très importante pour vous. Vous avez fait la découverte de ce que vous appelez une ouverture de la biologie vers le haut et une ouverture de la biologie vers le bas. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette double ouverture, oui. n'est-ce pas, des conséquences que ça a pour vous? Oui. Pour moi, c'est très important parce que, dans le fond, à partir des travaux de Watson et de Crick qui ont découvert la structure de l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire de cet acide qui se trouve dans les gènes et qui est porteur de l'hérédité, du patrimoine héréditaire. Alors, cette découverte a permis de rattacher la biologie, parce que qui jusqu'à présent s'intéressait aux organismes, mais qu'on ne voyait pas du tout en liaison avec le monde de la chimie. Alors, ça a permis de rattacher l'univers biologique et l'univers physico-chimique. Et la phrase de Monod, disons, est très frappante sur ce plan. Il dit « Il n'y a pas de matière vivante, il y a des systèmes vivants ». Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes faits de molécules. Hein? Nous sommes pas seulement faits de molécules, mais nous sommes des machines thermiques, n'est-ce pas? Nous consommons de l'énergie, nous produisons de la chaleur. Eh bien, cette chose-là
n'est pas en fait une réduction à la thermodynamique ou à la chimie, parce que les biologistes ont été obligés, pour comprendre la vie, c'est-à-dire la cellule, de faire appel à des notions comme d'abord système, organisation, et puis on a parlé d'information, on a parlé de communication, on a parlé d'ARN messager, on a parlé de contrôle, on a parlé d'inhibition, de répression. C'est-à-dire qu'on a été obligé de prendre tout un vocabulaire qui n'est pas seulement celui de la cybernétique, mais aussi celui de l'expérience, disons, des humains. Oui, alors en fait, beaucoup, n'est-ce pas, ont cru faire une découverte qui rattachait et qui réduisait la vie à la chimie, mais sans le savoir, ils ont fait une autre révolution beaucoup plus importante, qui rattachait la vie aux phénomènes organisés les plus complexes. Et c'est pour ça que j'ai cité cette phrase du poète, il dit « Tu cherches l'Inde et tu trouves l'Amérique ». C'est ce qui arrive toujours du reste. Et alors, en réalité, c'est ça la nouvelle Amérique, c'est la vie comme phénomène organisé de façon très complexe. Alors, voilà la direction dans laquelle j'ai foncé qui me plaisait, parce que brusquement, l'idée de biologie n'est plus une idée close, fermée sur lui-même, parce qu'on dit, il y a la physique, il y a la biologie, il y a l'homme. Bon, mais en réalité, nous, êtres humains, nous sommes nous-mêmes, disons, des êtres biologiques, et puis ces êtres biologiques, nous sommes nous-mêmes faits de molécules, n'est-ce pas, qui se transforment, se dégradent, etc. Donc, on peut rattacher ces notions les unes les autres, mais en même temps, en les ouvrant, nous pouvons toujours voir vers les phénomènes supérieurs, et même, je dirais, pour l'homme, ça m'ouvre vers des possibilités d'évolution que l'humanité n'a pas encore atteintes. Si vous voulez, nous reviendrons aux conséquences de cette partie-là. Si vous vouliez maintenant nous parler de cette ouverture de la biologie vers le haut, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qu'on appelle peut-être plus scientifiquement l'éthologie. Voilà, alors, cette découverte de la biologie moléculaire ou génétique, en fait, a été concomitante à d'autres ouvertures de la biologie. Il y a eu, si vous voulez, tout d'abord, l'écologie. C'est pas chronologique ce que je veux dire. Bon, parlons de l'éthologie, si vous voulez. Bon, on a commencé à observer les animaux dans leur milieu naturel. Et apparemment, ça semblait beaucoup moins scientifique que les expériences que l'on faisait dans les laboratoires. Mais en réalité, c'était beaucoup plus scientifique, parce que dans les laboratoires, vous isoliez les animaux et vous créez des conditions artificielles. Alors, dans le milieu naturel, on s'est rendu compte que ce qu'on voyait de façon très myope, comme des phénomènes grégaires, de hordes, comme des sortes de molécules qui s'assemblaient, on s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes de communication, que les animaux communiquent entre eux, qu'ils ont des rites, qu'ils expriment par des formes symboliques, et que toutes ces communications, en réalité, ce sont des liens sociaux, qu'il y a des phénomènes de hiérarchie, qu'il y a des phénomènes de conflit à l'intérieur d'une société, comme chez nous. Et si vous voulez, l'éthologie, en fait, a montré que le comportement animal n'est pas une chose purement mécanique qui se détermine par stimulus-réponse, mais c'est une chose intégrée dans une totalité organisée, elle-même complexe. Autrement dit, ce qu'on a découvert, c'est que la société, loin d'être l'unique privilège, enfin quelque chose d'unique, c'est-à-dire limité à l'homme et le privilège de l'homme, est un phénomène très répandu dans la nature. Il y a des sociétés de poissons, d'oiseaux, d'insectes, ça on le savait, et bien entendu de mammifères. Ça, c'est une deuxième ouverture très 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 importante. Et ça voulait dire quoi aussi? Ça voulait dire qu'on cessait de considérer le phénomène biologique comme un phénomène uniquement d'organisme. C'est-à-dire que la biologie jusqu'à présent excluait tout ce qui était cérébral, tout ce qui était communication, tout ce qui était langage. Elle n'avait pas d'outils pour le comprendre, et l'éliminait. Alors ce qui fait qu'on avait affaire finalement à des corps sans tête. Or nous nous rendons compte que pourquoi c'est un univers merveilleusement organisé? Parce que les animaux ont des systèmes nerveux, ils ont des cerveaux, et toute une série de phénomènes très riches se font à travers les interrelations entre ces êtres organisés. Voici une nouvelle ouverture. Et quand on suit cette ouverture-là, on arrivait alors à la primatologie, qui est à mon avis une des sciences qui s'est développée de la façon la plus suggestive et riche au cours encore de ces 15 dernières années. Parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait des sociétés très complexes de macaques, de babouins, de chimpanzés, et à ce moment-là, on a découvert notamment chez les chimpanzés des traits que l'on croyait jusqu'à présent spécifiquement humains. Alors il s'est passé ceci, si vous voulez, c'est que, alors qu'il y a encore 20 ou 30 ans, il y avait un fossé énorme entre ce qu'on peut appeler le biologique, parce que c'était uniquement de l'organisme,
et l'anthropologique. Les choses les plus élémentaires que l'on trouvait, c'était les sociétés archaïques, disons, qui existent. Eh bien alors, le monde biologique s'est rapproché comme un promontoire, disons, du monde humain à travers, disons, notamment les sociétés de chimpanzés et le chimpanzé dont on s'est rendu compte qu'il est un très proche cousin, pas seulement à travers les éléments, les analyses génétiques que l'on a fait, puisqu'on s'est rendu compte qu'on a à peu près 98% de gènes exactement identiques, nous et les chimpanzés. La différence génétique est minime. On s'est rendu compte du point de vue des analyses du sang, là aussi qu'il y a des ressemblances extraordinaires. Bon, on s'est rendu compte que l'on pouvait communiquer avec des chimpanzés une fois qu'on essayait d'utiliser une sorte de langage de sourd-muet et non plus le langage glottique, parce que les chimpanzés n'ont pas la possibilité glottique de parler, mais ils ont la possibilité cérébrale, c'est de faire des phrases et d'associer des idées. Alors donc le monde animal se rapproche de nous. Et inversement, nous, on s'est rapproché de ce monde des primates. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est en 1959 qu'il y a les grandes découvertes de Leakey, et qui renouvelle la préhistoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette idée où nous, Homo sapiens, on jaillit brusquement, tout armé, et on a le langage, l'outil, l'intelligence. Et puis, par une sorte d'opération miraculeuse et incompréhensible. On se rend compte que l'Homo sapiens est au terme d'une longue chaîne très compliquée d'hominisation qui a commencé peut-être il y a 10 millions d'années. Et on s'est rendu compte que ça a peut-être commencé par un petit bonhomme, un petit bipède d'1,20 m, avec une tête pas plus grosse que celle d'un chimpanzé, mais qui déjà, en tout cas, était capable de faire des outils, de construire des abris. Et on s'est rendu compte que l'acquisition du langage, la création de la culture, le développement technologique, se sont faites par des ancêtres de nous, Homo sapiens, dont nous sommes les descendants et les héritiers. Alors à ce moment-là, vous comprenez, vous pouvez penser que dans ce no man's land, il y a comme deux branches d'une tenaille qui se rapprochent. Ils n'ont pas fait leur soudure, mais alors à ce moment-là, l'imagination peut essayer de rêver pour dire quels sont les phénomènes qui ont pu se passer. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est à la suite de beaucoup de travaux très imaginatifs de chercheurs comme Washburn, comme Devore, comme Geertz et d'autres. Moi, j'ai essayé de faire varier un peu tous les éléments que les autres mettaient isolément. Par exemple, je me suis dit, essayons d'imaginer comment on passe, disons, à travers l'hominisation d'un primate supérieur à l'homme, en imaginant qu'il a fallu pour ça des modifications écologiques, pour que ce primate devienne chasseur et commence une nouvelle aventure, c'est-à-dire un chassé-chasseur, parce que les animaux les plus intelligents sont soit les animaux de proie, soit les animaux qui sont des proies, parce qu'ils doivent toujours ruser et lutter. Alors nous, on est des chassés parce qu'on est très fragile, on a notre pauvre abdomen, on est complètement nu, mais en même temps on est des chasseurs parce qu'on est capable de manier l'outil, on est à la fois très faible et très dur. Alors donc, essayez de voir les variations, le rôle des variations écologiques, le rôle des mutations génétiques, le rôle des transformations anatomiques et des développements du cerveau, et le rôle d'une culture qui commence à se construire, s'agrandir. J'ai voulu essayer j'ai joué, si vous voulez, à faire le roman de l'hominisation à partir de certain nombre d'indices. J'aurais envie maintenant de vous demander quel lien faites-vous entre toute cette découverte de la biologie, n'est-ce pas, et cette, je peux dire, cette espèce de mouvement que vous avez connu de très près, en particulier en Californie, de gens qui en ont marre de toute cette société, de cette culture, et qui veulent retrouver une vie un peu plus primitive, un peu plus naturelle, disent-ils. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça, ou si tout ça est simplement des mouvements parallèles, oui. Ou s'il y a une indication d'une convergence vers quelque chose. Moi, je crois que, d'une certaine façon, il y a un lien. Je veux dire que nous avons, si vous voulez, vécu dans une organisation sociale de plus en plus abstraite, parce que justement, elle ignorait non seulement la réalité biologique qui nous environnait, c'est-à-dire qu'on pensait que la nature était un réservoir inépuisable d'objets que nous pouvons toujours manipuler, n'est-ce pas, nous avons toujours à la conquérir, à la briser et en extraire des choses. Alors là, on s'est rendu compte, si vous voulez, que c'est pas possible, qu'il y a des écosystèmes qui sont spontanément organisés, et que si on tue l'écosystème, nous nous suicidons nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, on tue une source fondamentale de notre propre existence. Alors, cette découverte, disons, elle vient de l'excès de technicisation et de pseudo-rationalisation de notre société.
Mais vous avez eu beaucoup de jeunes, notamment en Californie, qui vivaient dans la société la plus hypertechnique, la plus abstraite, la plus artificielle, vivant le plus sous le règne de la notion elle-même la plus abstraite, qui est l'argent. L'argent, n'est-ce pas, lequel peut tout résoudre. N'est-ce pas, on a cru, si vous voulez, que par l'argent, c'est-à-dire ce qu'il donnait, c'est-à-dire le confort, le bien-être, on pouvait résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité, de l'être humain. Alors, eux, ils ont vécu ce drame, c'est-à-dire que disposant de toutes les ressources techniques et de tous les avantages matériels que peut donner notre société, au lieu d'avoir le bonheur, ils ont ressenti l'insuffisance, le malaise et finalement le malheur. Alors d'où une sorte de volonté de négation, et dans cette négation, ils ont voulu retrouver quelque chose de plus authentique et de plus authentique en eux-mêmes. Il y a eu la redécouverte du corps, et pas seulement du corps, mais même la redécouverte de ce qu'on peut appeler tout ce qu'il y a de mystérieux, disons l'esprit qui ne se limite pas simplement au rationnel, d'où cet attrait vers les philosophies extrême-orientales, les mysticismes, les expériences à travers les hallucinogènes ou autres drogues, et d'où l'idée aussi qu'il fallait recommencer la vie sur une base plus authentique, c'est-à-dire créer des communes, aller à la campagne, etc. Alors vous avez une convergence, si vous voulez, d'un côté de ce qu'on a pu appeler le mouvement hippie, et de l'autre côté le mouvement écologique, parce que à ce moment-là, le mouvement hippie a trouvé dans les idées de ces nouveaux écologistes la justification de ce qu'eux, ils ressentaient poétiquement et existentiellement. Mais moi, je crois que les deux mouvements sont nés d'une même insuffisance de société et de civilisation. Donc ce n'est pas un hasard si l'un et l'autre se sont développés au même moment. C'est que sur le plan du vécu d'un côté, sur le plan de la pensée de l'autre côté, on commençait à réagir et à élaborer nos propres défenses contre un type d'organisation sociale qui finalement nous traitait, nous, comme des choses. C'est-à-dire qu'à force de traiter l'univers extérieur comme des objets à manipuler, nous nous traitions nous-mêmes comme des objets à manipuler. C'est ce qu'on dit au fond des sciences humaines actuellement, qu'elles réduisent l'homme à n'être plus qu'un objet, n'est-ce pas, à n'être plus qu'une chose. Enfin, c'est l'accusation que fait un peu Lévi-Strauss à la fin de La pensée sauvage. C'est-à-dire que, à mon avis, les sciences humaines sont fondées sur des bases qui sont celles de l'ancienne physique, de l'ancienne mécanique, sont des sciences purement mécanicistes, alors que la réalité est tout à fait différente. Et du reste, regardez, mais prenez un secteur très, très limité disons, de la pratique des sciences humaines. À propos du travail. D'abord, on a cru qu'on pouvait rationaliser le travail d'une façon mécanique, c'est-à-dire on décompose les tâches, puis alors on spécialise les travailleurs en fonction de ces tâches. C'est le système Taylor. Puis on se rend compte que ce système, au lieu d'être efficient, plutôt il est efficient, mais en même temps il s'accompagne d'une perte énorme, parce que les gens supportent ça très mal, il y a beaucoup d'absentéisme, il y a beaucoup de mécontentement et de malaise. Alors on trouve deuxième issue, on dit, il ne faut pas que les gens soient si mécontents, on va enjoliver le décor, on va mettre un peu de musique, et puis même on va rassembler quelques tâches, parce que l'être a besoin de s'exprimer à travers une responsabilité sur son travail. Et à ce moment-là, c'est le job enlargement et tout ça. Bon. Et puis alors après on dit, mais après tout, peut-être que la chaîne n'est pas nécessaire. Et l'usine Volvo en Suède, on commence à faire des usines d'automobiles sans qu'il y ait la chaîne. Et on est obligé à chaque fois d'abandonner une conception soi-disant rationnelle de l'organisation du travail, parce qu'on commence à découvrir par petits bouts que l'être humain est une réalité beaucoup plus riche et complexe, justement parce que c'est un être vivant. Par exemple, une chose dont on ne tient pas compte encore aujourd'hui, c'est que nous avons des rythmes. Il n'y a pas simplement les rythmes mensuels ou menstruels de la femme qui, non seulement a ses menstrualités, mais n'a pas le même, change de caractère et change d'humeur, disons, au cours de ce cycle. Mais je suis sûr que les hommes aussi, n'est-ce pas, sont des êtres menstruels, c'est-à-dire que nous avons des cycles très différents. Et même dans la journée, il y a des gens qui ont leur maximum de leurs possibilités le matin, d'autres le soir. Mais on a une organisation rigide du travail comme si on était efficace à tout moment. Je pense qu'on vit dans un temps tout à fait abstrait et qu'il faut retrouver notre propre rythme de façon à être en accord avec nous-mêmes. Et par là même, nous serons beaucoup plus féconds et beaucoup plus productifs dans le travail. Et cette idée, vous voyez, et c'est une idée qui a un aspect spirituel, mais en même temps un aspect biologique aussi. Et je crois que la redécouverte de nous comme êtres vivants avec tout ce que cela suppose est une des choses très 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 importantes dont nous sommes qu'au début. J'avais justement l'intention de vous demander, n'est-ce pas, enfin, vous êtes intéressé pendant plus d'un an au Stark Institute et puis
dans vos travaux récents au phénomène de la vie, mais qui les avez regardés d'une façon scientifique. Si on oubliait un peu, enfin guillemets si vous voulez, mais si on oubliait un peu la science, n'est-ce pas? Et pour vous demander maintenant, mais pour vous, là, Edgar Morin, avec tout ce que vous êtes, l'homme qui s'est intéressé à Plodémé, l'homme qui a vécu à San Diego ou en Amérique du Sud, etc., qu'est-ce que c'est que ça veut dire la vie? Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Eh bien, justement, la vie, tout d'abord, n'est-ce pas, c'est la chose que vous ne pourrez jamais enfermer dans toute formule scientifique, quelle qu'elle soit. Vous pouvez avoir des formules scientifiques qui ne trahissent pas, si vous voulez, la richesse de la vie, mais d'abord, la vie, c'est une chose qui jamais ne peut se transformer totalement en idée. Il y a quelque chose qui échappe à l'idée, à notre esprit. C'est ça, premièrement, vivre. Alors, deuxièmement, si vous me posez la question dans les termes les plus généraux, c'est la vie est une inconnue très très curieuse, parce que prenons les êtres les plus élémentaires comme les bactéries. François Jacob dit « Le rêve d'une bactérie, c'est de faire une autre bactérie ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, le but de la vie, c'est de se maintenir, c'est-à-dire en s'auto-reproduisant. En effet, n'est-ce pas? Tout être vivant est un être reproducteur, et en effet, la vie, toutes les espèces vivantes tentent à s'auto-reproduire. Mais à mon avis, ça, ce n'est qu'un des aspects du vivre. Parce que ces êtres-là qui se reproduisent, les cristaux aussi, disons, se multiplient. Mais il y a un autre aspect que nous avons, et qui n'ont pas les cristaux. C'est l'aspect qu'on peut appeler métabolique. Nous sommes faits des protéines à travers lesquelles nous échangeons avec l'environnement extérieur. Nous échangeons. Il y a une sorte d'échange qui est une sorte que de l'environnement rentre en nous, et nous nous donnons dans l'environnement. Et disons, c'est manger, mais dans un sens très profond, manger. Parce que manger, c'est jouir, disons, dans un sens. Et alors, on peut dire que le rêve d'une bactérie, c'est peut-être pas seulement de survivre, c'est peut-être aussi de jouir, de vivre tout simplement, d'avoir ce rapport instable, existentiel avec l'univers, ce rapport d'échange. Quand j'ai dit manger, n'est-ce pas, je crois qu'il faut renverser la formule. On ne mange pas seulement pour vivre, on vit aussi pour manger. Et puis, je ne dis pas manger dans un sens limité gastronomique, mais c'est pour nous nourrir de tout ce qui vient, n'est-ce pas, un spectacle, un rayon de soleil, de voir une fleur, disons, qui éclot. Enfin, vivre, pour moi, c'est ça aussi. Et nous ne pouvons pas dire que l'un des aspects est premier et principal à l'autre. Je ne dis pas qu'on se reproduit pour jouir ou qu'on jouit pour se reproduire. Je pense que nous ne savons pas. Alors, quand vous prenez ce problème, non plus sur le plan de la bactérie, mais de l'être humain, c'est une question, n'est-ce pas, qui tourmente les humains. C'est-à-dire, on se dit, est-ce que nous sommes individus, nous sommes faits pour l'espèce, c'est-à-dire que pour notre espèce continue? Est-ce que c'est notre espèce plutôt qui est faite pour que nous, individus, existions? Ou bien, est-ce que nous, individus, on est fait pour la société, de même que l'espèce, c'est-à-dire pour cette société s'épanouisse? Ou bien est-ce que c'est la société qui est faite pour l'épanouissement des individus? Et moi je réponds, mais tout ça est vrai à la fois, c'est contradictoire. C'est-à-dire, nous sommes à la fois des fins et des moyens. Moi je suis persuadé, si vous voulez, que l'individu, n'est-ce pas, c'est le moyen par lequel l'espèce continue à se développer, ou par lequel la société existe, mais en même temps la société est le moyen par lequel l'individu vit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, puis aussi bien, alors, pas seulement vivre la façon que je vous ai dit, mais aussi aimer, connaître. Et tous ces termes se renvoient les uns aux autres sans que l'on puisse trancher quel est le terme supérieur. Pour moi, la vie, c'est ça. C'est une formule qui n'a pas... Plutôt, c'est une réalité qu'on ne peut pas unifier en une seule formule. Et au fond, il faut donc accepter l'instabilité en soi, n'est-ce pas? Il faut accepter cette mouvance d'un terme à l'autre continuellement. On ne peut pas se fixer à... Moi, je crois qu'il faut changer les bases de la philosophie dans lesquelles on veut nous donner au départ une règle certaine qui nous éclaire tout. Alors on dit, bon, vous êtes fait pour la société, et alors la société aura toujours raison que ton individu, ou bien l'inverse. Moi, je ne crois pas, je crois qu'il faut vivre dans cette incertitude, et je crois aussi que nous devons... toute notre conception du monde est faite pour une conception fixiste, où l'homme était le centre du monde, qui lui-même était très ordonné. Or, on se rend compte que nous sommes des voyageurs, n'est-ce pas? Nous cheminons dans un univers très très mystérieux, et qu'à ce moment-là, il faut accepter de vivre avec l'incertitude et avec l'inquiétude. Pour moi, l'incertitude n'est pas le scepticisme, dire qu'on ne sait rien, qu'on ne saura jamais rien, parce que moi je suis persuadé que
Il y a des progrès de la connaissance, mais qui sont en même temps des progrès de l'ignorance. Pour moi, l'ignorance n'est pas une chose négative, c'est une chose positive, parce que c'est les projets de la présence d'une sorte de réalité inconnue que nous ne pouvons pas nommer. Je pense que nous devons accepter de vivre, de convivre avec notre inquiétude. Et à ce moment-là, je pense que l'on peut mieux vivre. C'est-à-dire que on n'aura jamais une formule de vie toute faite. Je crois que dans ce domaine-là, on sait qu'il faudra payer ses bonheurs par des moments de dépression, d'errance, de malheur. Mais ceci dit, il n'y a aucune formule qui puisse nous escamoter l'errance et le malheur. Je crois que la conception de la vie vers laquelle on doit s'orienter et doit être tout à fait différente. Mais et la mort là-dedans, dont on avait parlé au début, n'est-ce pas? Comment elle se situe dans cette perspective renouvelée par la biologie? Eh bien, justement, elle est regardée, parce que vous comprenez, à partir du moment où je vous dis qu'entre l'individu, la société et l'espèce, il y a des brèches, n'est-ce pas? Il y a des brèches. Eh bien, cette brèche n'est pas simplement une brèche de pensée, elle est aussi une brèche dans la réalité, c'est-à-dire que nous individus, nous mourrons. Hein? Nous mourrons, c'est-à-dire qu'il y a un trou qui ne va jamais être rempli, même par d'autres individus. Alors, je crois que notre société s'était efforcée, ne pouvant pas résoudre la mort, de l'escamoter. Alors il y avait les mortuaries, n'est-ce pas, les obituaries, enfin tous ces endroits-là où on fait comme si le mort était un vivant, il est pomponné, il est masqué, on va lui dire au revoir, sois tranquille, et on le mettait dans son petit coffre pseudo-blindé. Mais en réalité, on veut éliminer, disons, la rupture qu'est la mort. Et moi je crois que ce qu'il nous faut, c'est se rendre compte qu'il y a la mort, qui est un phénomène indépassable, mais je crois que nous devons supporter la conscience de la mort. Là aussi, c'est une chose très importante. Edgar Morin, je vous remercie. Nous aimerions vous rappeler le titre du livre que vient de publier Edgar Morin, Le paradigme perdu, la nature humaine, aux éditions du Seuil.